On dit que les années 70-80, c'est un peu l'âge d'or des tueurs en série. Puis tu sais, c'est assez vrai, pensez-y bien. Dans les années 70, il y avait le Zodiac. Après, il y a eu Jeffrey Dahmer dans les années 80. Il y a eu Richard Ramirez. Il y a eu Charles Manson, qui n'était pas vraiment un tueur en série, mais il a fait des meurtres en série avec The Manson Family. Il y a aussi eu le Golden State Killer. Puis ça, c'est tous des tueurs dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, des tueurs super célèbres, mais il y en a eu plusieurs autres, croyez-moi. Et écoutez ça, vous allez avoir tellement peur, c'est tellement freakant, mais dans les années 80, on estime qu'il y avait environ 770 tueurs en série actifs. Et on voit une notable diminution si on compare à 2015, il y en avait environ 30 actifs. C'est quand même énorme, là. Mais 770, c'est quelque chose. Et si vous voulez avoir encore plus peur, pensez que parmi les 770 tueurs en série, seulement qu'une minorité ont été capturés. On se revoit après ça. This is not a test. Nous sommes le 13 février 1983 quand une femme est retrouvée sur le bord de la route 250. Ça, c'est une autoroute qui est près de Littleton, West Virginia. C'est un couple de personnes âgées qui l'ont vue et à première vue, ils pensaient que c'était comme un mannequin de magasin, un peu comme dans l'histoire de la plaque Dahlia, Elizabeth Short. Mais en s'approchant, ils ont découvert que c'était en fait un corps en pleine décomposition. Étrangement, on voyait très bien que le corps venait tout juste d'être déposé là parce qu'il y avait la neige tout autour, sauf sur le corps. On estime que la victime avait entre 30 et 45 ans. Elle avait les cheveux de couleur auburn et on notait une petite cicatrice sur son ventre, possiblement d'une césarienne. On estime aussi qu'elle avait été tuée 2-3 jours avant qu'on la découvre et elle est morte par strangulation. C'est important aussi de dire qu'on ne croit pas qu'elle ait été agressée sexuellement et très vite, incapable de l'identifier, elle est vite devenue la West Virginia Jane Doe. Environ un an et demi plus tard, le 16 septembre 1984 pour être plus précise, la même situation se produit. On est sur l'autoroute Interstate 40 près de West Memphis en Arkansas quand une femme est retrouvée morte sur le bord de la route. Elle aussi, elle avait les cheveux roux et avait été étranglée. Quand on l'a retrouvée, elle portait juste un genre de pull et c'est seulement 9 mois plus tard qu'elle a été identifiée, contrairement à la première victime qui est encore aujourd'hui une Jane Doe. Donc la deuxième victime se nommait Lisa Nichols, elle avait 28 ans et elle a été assassinée après avoir quitté l'aire de repos sur le bord de l'autoroute. On pense qu'il est possible qu'elle ait tenté de faire de l'autostop. Puis moi, ce genre d'histoire-là, puis vous allez voir, il y a un genre de pattern. Ces histoires-là, ça m'appelle beaucoup parce que tu sais, je fais juste, mettons, Montréal-Québec en voiture, ou Montréal-Latuc, ou Québec-Montréal, peu importe, et je vois les aires de repos sur le bord de la route. Puis tu sais, on est au Québec. Il fait beau dehors, il fait clair. Mais je suis incapable de m'y arrêter. Ça me fait tellement peur, je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient tout simplement du fait qu'on est des femmes puis on se sent pas en sécurité dans des lieux comme ça, qui est majoritairement fréquenté par des camionneurs. Puis là, j'ai pas de préjugés contre les camionneurs, mais ça reste que c'est majoritairement fréquenté par des hommes. Puis, ben, ça peut nous faire peur à nous, des femmes, d'aller dans ces endroits-là. Fait que ce genre d'histoire-là, que des femmes sont retrouvées mortes après avoir fréquenté une heure de repos, ça me fout les jetons. Même si je dis pas ça souvent, là, mais ça me fait vraiment peur. Mais à ce stade-ci, on parle pas vraiment de lien entre les meurtres. Parce qu'on parle quand même de deux états différents. Et les victimes, ils ont quand même pas vraiment le même âge. Donc, on n'a pas de lien à faire entre les deux meurtres. Mais là, les choses se corsent quand une troisième femme est retrouvée le 1er janvier 1985 dans la ville de Jellicoe, dans l'État du Tennessee. La victime est retrouvée sur le bord de l'autoroute Interstate 75 et ça faisait environ 72 heures qu'elle avait été tuée. Tout comme les deux autres victimes, elle aussi avait été tuée par strangulation et étrangement, elle est aussi rousse. On estime qu'elle avait entre 17 et 30 ans, ce qui est quand même une grosse marge, là. Et elle a été retrouvée dans une couverture sur laquelle on a retrouvé des traces
de sperme. Aussi, un autre détail important, elle était enceinte de 10 à 12 semaines. Et malgré toutes ces informations-là, malgré un corps, les policiers sont pas capables de l'identifier. Peu de temps passe avant qu'une 4e victime, encore une fois, se retrouvée à Pleasant View, dans l'État du Tennessee toujours. Donc on est le 31 mars lorsqu'on découvre un squelette. Et on se rend compte que c'est le squelette d'une femme qui est aussi rousse. Ça fait un petit peu plus de 3 mois qu'elle est décédée. On pense qu'elle avait entre 31 ans et 40 ans. Puis ce qui est tellement triste, je pense que c'est l'une des choses les plus tristes dans cette histoire-là, c'est que elle aussi, elle n'a pas été identifiée. Fait que là, on a affaire à 4 victimes. On n'a seulement pu qu'en identifier une seule. Fait qu'il y a un réel problème, là. Et l'affaire ici, c'est qu'à cette époque-là, les policiers, entre différents départements, ne se parlaient pas. Ils communiquaient pas vraiment. Mais là, on parle pas seulement que des comtés différents. Donc, il y a des départements de police dans chaque comté. Là, on parle de des États différents en plus. Donc, on a plusieurs départements de police qui ont eux-mêmes leurs propres victimes. Ils pensent pas à faire le lien avec les autres départements. Fait que le lien, il se fait jamais. Et on sait pas ce qui se passe. Et tu sais, on parle d'une centaine de kilomètres entre les corps qui sont retrouvés, mais on peut y voir, là, avec du recul, un genre de modus operandi assez clair. On croit que les victimes ont été mortes étranglées, et chacune d'entre elles est rousse. Il y a quand même des petites choses qui diffèrent. Par exemple, certaines victimes sont retrouvées avec des vêtements, d'autres non. Il y en a quelques-unes qui ont été agressées sexuellement, d'autres non. Et puis, elles n'ont pas le même âge. Mais là, dès le 1er avril, il y a vraiment quelque chose qui vient tout changer. Il y a le corps d'une femme qui est retrouvée à Knox County, dans l'État du Kentucky. Et la femme est retrouvée dans un réfrigérateur, dans un dépotoir, près de l'autoroute 25. La victime est âgée entre 25 et 35 ans. Elle est retrouvée nue. Et on estime que ça fait déjà quelques jours qu'elle y est. Elle porte un collier avec un aigle et un cœur et, bien sûr, vous le devinerez, elle est rousse. Et pourquoi cette victime vient tout changer, c'est que contrairement aux autres victimes, je sais pas pourquoi, en fait je sais pourquoi là, mais cette victime importe. Donc cette affaire, contrairement aux précédentes, elle a vraiment touché les gens de la région. Il y a plus de 500 personnes qui assistent aux funérailles sans connaître la victime, et les funérailles sont télévisées. Elle a été retrouvée dans la ville de Gray, qui est une ville super tranquille, il se passe pas grand chose, c'est pas très gros, il y a pas de criminalité, mais là, en retrouvant justement un corps, dans une situation autant horrible, assassiné dans un frigo, c'est sûr, c'est vraiment venu toucher les gens de la ville. Le 3 avril 1985, donc seulement 2 jours après avoir découvert le corps de la jeune fille dans le frigo, on retrouve les restes d'une jeune fille dans la ville de Jellicoe, au Tennessee. D'ailleurs, on a retrouvé ces restes dans la même ville que la 3e victime a été retrouvée, à Jellicoe. Cette victime-là, c'est un petit peu différent. Ça fait 1 an à 4 ans qu'elle a été assassinée et on estime qu'elle avait entre 9 et 15 ans. Donc, il s'agirait de la première enfant et malheureusement, encore à ce jour, elle n'a pas été identifiée. Donc là, on a des policiers de la Pennsylvanie, du Tennessee, de l'Arkansas, du Mississippi qui croient qu'il y a un tueur en série qui est en train de tuer des femmes. C'est grâce à la jeune femme retrouvée dans le frigo qu'on se réveille enfin. À ce stade-ci, en analysant un peu les victimes, on croit que c'était soit des autostoppeuses, des fugueuses ou des travailleuses du sexe. Et malheureusement, ça peut vraiment expliquer pourquoi la majorité des victimes n'ont jamais été identifiées. C'est parce que souvent, ils ont coupé les liens avec leurs parents, avec leur famille depuis très longtemps. Ils se sont enfuis puis ont fait une autre vie. Parfois aussi, le public va être moins porté à identifier des travailleuses du sexe à cause de leur métier. On les voit plus comme des criminels plutôt que des victimes, alors que ça devrait pas du tout. Donc c'est un peu triste tout ça. Et là, partez-moi pas là-dessus, mais on peut y voir encore une fois le Missing White Woman Syndrome. C'est toutes des femmes blanches. Mais, à cause de leur travail, possible travail, les gens sont moins portés à les identifier. Imaginez-vous si c'était une avocate ou une professeure d'école qui subissait ce sort-là, ça serait une toute autre histoire. Donc le FBI s'implique finalement
Et à ce stade-ci, on appelle ça les Redhead Murders, donc les meurtres de rousse. Et on souhaite vraiment plus identifier les victimes que trouver un tueur. Parce que sûrement que pour les policiers, ils se disent « Ok, ça va être plus facile d'identifier les victimes. » Puis les femmes qui ont été assassinées, ils méritent qu'ils soient identifiés. Leur famille mérite de savoir. Et trouver un suspect, c'est peut-être un petit peu plus difficile. En tout, il y a environ 11 femmes non identifiées qui sont liées à cette affaire. Mais là, on se rend compte justement qu'il y a un genre de pattern. On se rappelle que le 6 mars de cette année-là, avant d'avoir découvert plusieurs autres corps, il y a un suspect qui a été identifié après qui a tenté, en fait, il a étranglé une femme, il l'a laissée pour morte et la jeune femme a survécu heureusement pour identifier son agresseur. L'homme se nomme Jerry Leon Johns, il a 37 ans et c'est un camionneur. On n'a pas pu le lier au meurtre des autres Redheads, donc les Redhead Murders, mais il a été arrêté et chargé pour la tentative de meurtre et kidnapping de cette femme-ci, et on l'a envoyé quand même 73 ans en prison. Donc, à ce stade-ci, là, années 80-90, l'enquête a vraiment fait du surplace. On n'a pas évolué dans l'enquête. On a 6 à 11 victimes non identifiées, puis on a un tueur en série toujours en liberté. Donc c'est vraiment frustrant tout ça. Puis je pense que les policiers essayaient, je pense pas qu'ils essayaient pas, mais peut-être qu'on n'avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc c'est seulement en 2017, ça fait vraiment pas longtemps, que l'enquête a enfin débouché. Sur le frigo retrouvé, il y avait des empreintes digitales, en fait une empreinte digitale que toutes ces années, on pouvait pas trouver de match, mais là enfin on a eu un match. Mais malheureusement, ça correspondait pas au meurtre. Moi, j'imagine que c'était quelqu'un qui a déplacé le frigo, un gars qui travaillait dans l'usine. Ça n'a rien à voir au meurtre, malheureusement. Mais grâce à ce faux match, ou à ce match qui a rien changé, ça l'a comme poussé les gens à savoir c'était qui la Jane Doe retrouvée dans le frigo. Ça a comme un peu réouvert l'enquête, tout ça. La police a fait une conférence de presse pour demander au public de donner des informations sur leur Jane Doe. Et ça, c'était en juillet. Et là, en octobre, vraiment pas longtemps après, en octobre 2017, il y a une femme qui a appelé la police pour dire qu'elle croyait être la fille de Jane Doe. Puis c'était une fille de la Caroline du Nord. Puis c'est pas insensé du tout parce que il y avait des témoins qui avaient vu Jane Doe avant qu'elle se fasse assassiner et elle demandait à ce qu'on l'amène en Caroline du Nord. Donc ça serait vraiment possible que ça soit elle. Un test ADN a été fait sur la fille et sur Jane Doe et un match a été fait. Puis malheureusement, la fille n'avait jamais vraiment connu sa mère parce qu'elle a disparu quand elle avait seulement 6 semaines. Mais la Jane Doe s'appelait Epsie Regina Black Pilgrim. Et bon, c'est vraiment une bonne nouvelle, on a réussi à l'identifier. Et écoutez ça, pendant que tout ça se passait, il y a une enseignante d'une école secondaire au Tennessee qui était vraiment fascinée par toute cette histoire, puis elle a donné à ses élèves comme projet d'année, à ses élèves de l'école secondaire, le lycée, école secondaire, de faire des recherches sur les Redhead Murders. C'est vraiment une bonne idée, je trouve ça super cool. Il y a même un profileur du FBI qui sont venus les aider, parler en classe. Il y avait des règles à suivre toutefois, donc ne rien envoyer à la police évidemment. Ne pas faire des posts side by side, donc la personne disparue pourrait être telle personne retrouvée ou le suspect pourrait être lui à cause de tel portrait robot. On n'a pas fait ça. C'est correct aussi, c'est par respect pour les familles. On a demandé aussi de pas contacter les membres des familles des victimes et de ne pas les dox non plus, donc de pas donner leur numéro de téléphone, adresse, ce qui est encore là très normal. Fait que ça, c'était les limites que l'enseignante a posées. Et ensemble, ils ont quand même développé une excellente théorie et ils ont établi que les meurtres étaient probablement faits par un seul tueur en série et non plusieurs tueurs. Mais que seulement 6 femmes auraient été victimes, donc c'est les femmes dont je vous ai parlé. Et les jeunes, ce qu'ils ont fait, ils ont tous mis les meurtres sur une map et ils ont développé un nom pour le tueur en série. Parce qu'on appelle les meurtres les Redhead Murders, mais le tueur en série, il n'y avait pas de nom vraiment de tueur en série et ils l'ont appelé The Bible Belt Strangler. Juste pour vous dire, là, je sais pas si tout le monde, surtout en Europe, vous devez pas vraiment connaître c'est quoi le Bible Belt. Donc le Bible Belt fait référence à une zone géographique aux États-Unis qui inclut pas mal d'États, mais pas tout l'État en entier. Des fois, c'est juste une partie de l'État, mais surtout des États comme l'Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Mississippi, Tennessee, Virginie, le Missouri, le Kentucky, l'Oklahoma. Ça semble être beaucoup d'États, mais sur 50, c'est pas tant que ça. C'est au sud des États-Unis où il y a un large bassin de protestants, de gens qui vont à l'église. Donc le Bible Belt Strangler, c'est que
il tuait dans cette région-là et il étranglait ses victimes, donc c'est pour ça de Strangler. On a aussi déterminé que le tueur était probablement un camionneur commercial, donc c'est pourquoi il se promenait, il faisait de la route le soir, et il pouvait tuer en toute liberté si on veut, il se promenait d'un état à l'autre assez facilement. Et on pense aussi qu'il a arrêté de tuer quand il a arrêté de travailler comme camionneur, tout simplement. Aussi, comme la majorité des victimes n'ont pas été agressées sexuellement, on parle d'un tueur qui tuait pour une autre raison que pour le sexe. Donc on pense que peut-être qu'il tuait parce qu'il était pas vraiment d'accord avec le mode de vie de ses victimes. Donc faire de l'autostop, traîner dans des aires de repos la nuit, travailler dans le monde de la prostitution. Fait qu'on pense justement qu'il était en désaccord avec ça, puis il tuait pour faire valoir son point de vue ou quelque chose comme ça. On a aussi pu faire un profil du tueur. Donc on pense que c'est un homme blanc né entre 1936 et 1962. Il mesurait environ 5 pieds 9 à 6 pieds 2 et il pesait 180 à 270 livres et c'est possible qu'il soit encore en vie et qu'il habite au Tennessee. Et tout ça, ça a vraiment réactivé l'enquête, si on veut, le projet des élèves. Donc là, les enquêteurs du Tennessee, ils ont dit « Ouais, il faudrait vraiment qu'on résolve ça ». Il y a un enquêteur du Tennessee Bureau of Investigation qui a vu un article de blog à propos d'une jeune femme portée disparue, une jeune femme en Indiana, et on parle d'une jeune femme rousse nommée Tina Farmer de 21 ans, qui a disparu ça fait environ une trentaine d'années. Et selon la description de la Jane Doe et Tina Farmer, il y avait quelque chose, ça se ressemblait beaucoup. Et la dernière fois que Tina elle a été vue, elle était accompagnée d'un camionneur en Indianapolis et elle était en route pour le Kentucky. Et c'est quand même fou parce qu'à cette époque-là, Tina Farmer, elle avait été reportée disparue par sa famille, mais les enquêteurs ne l'ont jamais mis dans le registre de personnes disparues de l'Indiana. Fait qu'ils ont reporté disparue, mais tout ce temps-là, personne la cherchait vraiment. En 2019, les preuves ADN qu'on avait recueillies sur le corps de Tina Farmer, anciennement Jane Doe, on a fait un match avec l'ADN de Jerry Leon Jones, le gars qui est en prison pour tentative de meurtre et kidnapping, et le match était positif. Mais malheureusement, il est mort depuis 2015, donc on peut pas faire grand-chose. Fait qu'on sait que Jerry Leon Jones, il a essayé d'étrangler une femme rousse, il l'a laissée pour morte, et il a étranglé une femme rousse pour de vrai. Fait que là, on se demande si à l'époque, l'enquête avait pas été un peu mal faite, pis si le Bible Belt Strangler, ça serait pas lui. En prison, il était décrit comme un homme extrêmement intelligent, et il prenait des cours de genre justice criminelle dans son temps libre, et il était très très intéressé par la psychologie derrière les tueurs en série. Donc voilà, on sait pas si c'est lui. Je pense que plus ça va aller, plus on va identifier des Jane Doe, et plus on va être capable justement de déterminer c'est qui le tueur. Peut-être pas, mais on s'en va dans la bonne direction. Puis c'est quand même triste quand tu penses à ça parce que, encore là, c'était un métier qui était très à risque à cette époque-là, puis ce l'est encore aujourd'hui. Le travail du sexe, c'est extrêmement difficile et les femmes sont dans des positions vulnérables et je trouve ça triste qu'on les protège pas davantage. Donc cette affaire, c'est encore un cold case malheureusement et il y en a plusieurs affaires de tueurs en série non identifiés. Il y en a énormément même, mais ça me touchait particulièrement parce que oui, on a des victimes, mais on peut même pas leur donner un nom, tu sais. Puis on a même pas le nom du tueur non plus. Donc voilà tout le monde, c'était Victoria C'est Nanette qui a poussé avec son pied. Fait que regarde, merci pour la conclusion. Nanette a été curieuse que je filme. C'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil vert, barrez vos portes, puis faites attention dans les heures de repos, mon Dieu Seigneur. Over and out. Ok. Bon, bye.